Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans les tables rondes organisées dans le cadre des grandes réalisations du chef de l'État. Vous aviez déjà vu le volet concernant l'éducation, la santé, la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'agriculture. L'accès universel et durable à l'eau potable demeure une priorité stratégique pour la République de Djibouti. Il s'agit d'un enjeu vital inscrit au cœur de la vision Djibouti 2035 et des engagements du pays envers les objectifs de développement durable. Dans un contexte caractérisé par la rareté hydrique, la sécheresse récurrente et la vulnérabilité climatique, l'eau s'impose plus que jamais comme un facteur essentiel de cohésion sociale et de stabilité économique. Cette démarche s'inscrit dans une vision d'avenir où l'eau n'est pas seulement considérée comme une ressource naturelle, mais comme un bien commun autour duquel se construit la solidarité nationale. En plaçant la participation des communautés au centre de la gouvernance, Djibouti confirme son engagement à garantir à chaque citoyen un accès équitable et durable à l'eau potable, conformément à ses ambitions de développement et à sa vision 2035. La sécheresse n'est pas un accident isolé. C'est la manifestation la plus brutale d'un dérèglement climatique que nous ne pouvons plus ignorer. Ce qui se joue aujourd'hui dans nos régions rurales n'est rien d'autre que la vulnérabilité d'un pays soumis à des chocs climatiques de plus en plus fréquents et intenses. Face à ces effets, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a posé un acte fort pour répondre avec la gravité qu'elle impose. En lançant un plan d'action national articulé autour d'une réponse d'urgence et d'une vision à long terme, le chef de l'État rappelle que gouverner, c'est prévoir, mais aussi secourir sans délai ceux que la nature a mis à genoux. Les mesures annoncées, envoi de convois d'eau potable, distribution de vivres, mobilisation de tous les ministères concernés, sont à la hauteur de l'urgence. Elles traduisent une volonté claire, celle d'une gouvernance resserrée où chaque acteur public est désormais comptable de ses résultats. Ce changement de temps et de méthode est salutaire. Il faut donc aller au-delà de la réponse conjoncturelle en faisant de la résilience climatique un axe central de notre développement. Réhabiliter les forages, investir dans la captation des eaux de pluie, sécuriser les circuits d'approvisionnement, former les populations aux techniques d'adaptation, bref, faire de la lutte contre la désertification une cause nationale. Afin de remédier efficacement aux problèmes d'eau dans les zones rurales et la lutte contre la soif, le gouvernement a entrepris des opérations de grande envergure dans le secteur de l'eau. C'est ainsi que les grands travaux d'ouvrage hydrauliques ont été réalisés pour satisfaire les besoins en eau potable, en particulier pour les populations et leurs cheptels en milieu rural. Sans oublier que pour pallier au manque de ressources en eau renouvelables, Djibouti a recours à des sources d'eau et à l'importation pour compléter le mix d'approvisionnement. Il s'agit ici d'un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre la soif, lequel a toujours été l'un des objectifs prioritaires du président Guelleh depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Pour la mise en service de ce projet d'adduction d'eau et l'aboutissement réussi d'un processus entamé 2 années plus tôt entre Djibouti et l'Éthiopie, déterminés à collaborer ensemble en vue d'offrir à leur population une eau suffisante. En provenance de la région éthiopienne, ce système d'adduction d'eau qui alimentera plusieurs régions de notre pays doit son existence préalable à la réalisation des forages. C'est l'eau en provenance de tous ces forages qui a ensuite été reliée à 2 centrales, réservoirs installés dans la localité éthiopienne de Koulan, point de départ du système de raccordement devant alimenter notre pays. Ainsi, l'eau est un élément vital pour l'eau, le cheptel, l'agriculture et l'industrie. Elle constitue aussi un facteur clé pour le développement socio-économique. C'est ainsi que le gouvernement, avec l'appui du Fonds saoudien pour le développement, a initié un grand projet d'adduction en eau potable dans les zones côtières. Au cours de l'exécution de ce projet, plusieurs délégations se sont succédées pour voir de visu le déroulement des travaux.
Des délégations, comme celle du fonds saoudien venu inspecter les ouvrages en installation aux côtés des responsables locaux. C'est toute une ingénierie et un système d'approvisionnement mettant l'accent sur une perte minimale qui a été mise en place. Des réservoirs se relaient pour que l'eau puisse être disponible sans interruption et en abondance et arriver jusqu'au chef-lieu. La pénurie d'eau touchait aussi les cheptels, en période de sécheresse ou tout simplement de grande chaleur où les puits s'épuisent. Beaucoup des Obokois ici, en milieu rural, ont perdu une grande partie de leur cheptel. Les différents réservoirs installés le long du littoral vont inverser cette situation. En plus des populations humaines, le bétail ne parcourt que de courtes distances pour s'abreuver. L'adduction en eau potable Bisidro-Obok va favoriser la restauration de l'infrastructure agricole de la région. Sa disponibilité est synonyme d'un certain dynamisme. Maintenant que l'eau est à portée de main, des populations pensent déjà à créer des activités autour et surtout se lancer dans l'agriculture. Les conditions de vie de populations côtières seront ainsi positivement impactées avec une eau en abondance et de meilleure qualité. Autre projet phare, l'usine de dessalement de l'eau de mer qui utilise les techniques de dernière génération pour dessaler l'eau de mer. 38 mois de travaux inaugurés par le président Ismaël Omar Guelleh. Bâtie à Doralé, à proximité de la base chinoise, sur une superficie de 30 000 m², cette usine, la première de ce type en Afrique subsaharienne, est une installation unique en matière de production d'eau potable à partir d'énergies renouvelables. Il s'agit ici d'un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre le spectre de la soif. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables en zone urbaine et rurale. J'ai comme invité donc dans ce studio ce soir, mesdames et messieurs, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, le secrétaire général Ibrahim Elmi Mohamed. Monsieur le secrétaire général, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons évoquer quelques points concernant votre ministère. Pour commencer, la souveraineté alimentaire est aujourd'hui au cœur des préoccupations mondiales. Quelles sont les stratégies mises en œuvre par le ministère de l'Agriculture pour renforcer la souveraineté alimentaire à Djibouti, tout en sachant que, bien sûr, tout nous vient de l'extérieur? Quels sont les mécanismes que vous aviez mis en place afin que, dans un futur proche, cela puisse changer? Merci, M. Abdrahman. Comme vous le savez, le ministère de l'Agriculture regroupe, quand on parle de sécurité alimentaire, on pense au ministère de l'Agriculture parce qu'il regroupe plusieurs départements tels que l'eau, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Donc, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons mis en place depuis plusieurs années une stratégie de développement. La stratégie de développement est basée sur le développement de l'agriculture d'une manière générale, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et tout ça. D'accord. Et la dernière stratégie qu'on a validée récemment, ça va couvrir les années 2026 à 2030. D'accord. Donc au cœur de cette stratégie, qu'est-ce qu'il y a? L'objectif de toutes ces stratégies qu'on a mis en place, qu'on a validées récemment, c'est au minimum d'ici 2030. D'accord. Arriver à produire localement plus de 40% de nos produits maraîchers. Et c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé dans nos programmes de développement. Actuellement, on tourne autour de 10%, mais avec tous les programmes qu'on a mis en place, je suis pratiquement sûr qu'en fruits et légumes, on pourra atteindre facilement de 30 à 40% dans 2030. On ne peut pas dire qu'on pourra être indépendant d'une manière globale à 100%, mais au minimum, on s'est fixé dans nos différents programmes qu'on a avec les partenaires d'atteindre au moins la proportion de 40%. Donc 40%, pourquoi? Pour la simple raison qu'on va essayer de mettre en place au niveau de l'agriculture, par exemple, des techniques innovantes, des serres acclimatées qui nous permettent de cultiver toute l'année. Là, actuellement, on ne cultive que 4 mois dans l'année. Ce n'est pas normal, compte tenu des taux de pluviométrie, de l'aridité, des sols et tout ça. Donc, on met en place une digitalisation, des techniques appropriées pour permettre à nos agriculteurs de cultiver toute l'année. On a déjà mis en place certaines serres acclimatées. On va voir ce que ça va produire. Mais notre objectif, c'est d'atteindre les 40% de la production locale dans nos assiettes. C'est ça notre objectif. D'accord. Par ailleurs, le changement climatique constitue l'un des principaux défis à cette souveraineté. Quelles mesures et quels dispositifs le ministère de l'Agriculture a-t-il adopté pour faire face à ce phénomène qui, de jour en jour, prend de l'ampleur et surtout a un impact
En tout cas, quand on parle de changement climatique, on pense à la désertification, à l'aridité de sol, donc à la diminution de la pluviométrie et tout ça. Donc qu'est-ce que nous on a fait? Il faudra former, il faudra innover et introduire, par exemple, pour les agriculteurs des techniques et des semences appropriées et résistantes à l'aridité de sol et tout ça. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est plus préparé. On a mis en place des semences, par exemple, qu'on a testées au niveau du CERT et que la direction de l'agriculture est en train de vulgariser dans la région. Et ces semences sont des semences qui résistent au changement climatique. Parallèlement à ça, il faudra que nous, on fait tout pour que la formation, la digitalisation, la numérisation, tout ça, on puisse développer dans le secteur agricole pour faire face au changement climatique. Qui dit changement climatique aujourd'hui, il faut se prémunir, se former, trouver des idées innovantes. Et c'est pour ça que tout le monde, au niveau du ministère de l'Agriculture, est impliqué dans cette initiative. D'accord. Dans une volonté de rompre avec les approches traditionnelles, monsieur le secrétaire général, des projets, le gouvernement met désormais l'accent sur l'agrobusiness. À cet effet, le ministère a récemment organisé le tout premier forum national de l'agrobusiness. Pourriez-vous nous présenter les principales résolutions et recommandations issues de ce premier forum que vous avez organisé? En fait, le forum agrobusiness, c'était un forum qui a réuni plus de 250 personnes, des chercheurs, des producteurs, des secteurs privés de tous les pays du monde entier, des États-Unis, de la Jordanie, de Turquie, de Russie, tout ça, donc sont venus avec des idées, proposer ce qu'ils ont fait dans leur projet, tout ça. Nous avons choisi 4 filières pour proposer. La filière date, la filière maraîchère, la filière aquaculture et la filière viande et dérivés. Et lors de ces 3 jours de discussion, on a pu lier des partenariats avec le secteur privé. Et dernièrement, à la suite de ce forum, on s'est déplacé à Rome pour présenter notre programme Hand-to-Hand et au niveau des investisseurs du monde entier. Et déjà sur place, on avait signé un mémorandum d'entente pour le secteur agriculture et secteur aquaculture. Aquaculture, 60 millions de dollars a été signé. Actuellement, l'étude touche à sa fin et bientôt on va présenter ces projets d'aquaculture à tous les partenaires pour qu'ils puissent développer. Vous connaissez, au niveau de la pêche, le gouvernement a choisi 2 options. La pêche artisanale et le développement de l'aquaculture. Qui dit pêche artisanale, c'est pour préserver nos ressources halieutiques et pour éviter le chalutage et la destruction de nos côtes et de notre écosystème marin. Et l'aquaculture, parce que dans le monde entier, même la pêche maintenant, c'est l'aquaculture qui fournit le plus de produits de la pêche. Et nous, on s'est focalisé sur ça. Et bientôt, le premier projet d'aquaculture déjà est financé. Le premier projet aura lieu à l'Oyada. On va bientôt poser la première paire de ces centres aquacoles. Et le grand projet d'aquaculture, c'est de l'Eurola à Obok, avec des investisseurs privés, des gens qui ont l'expérience et l'expertise. Et ça, ce sera un partenariat public-privé. Ah, d'accord. Ok, d'importants investissements sont également attendus, monsieur le secrétaire général, notamment dans la modernisation de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Pouvez-vous nous présenter les grandes orientations et axes stratégiques de ces investissements? Et les investissements, comme je vous le dis, sont axés sur ces 4 filières. Par exemple, dans le domaine de l'élevage, le principal point central, c'est la construction d'un abattoir moderne, halal. L'actuel abattoir n'est pas aux normes. On a fait les études de faisabilité, on est au stade de DAO. Parallèlement à ça, on a lancé une étude sur la gestion PPP pour cet abattoir. Ça coûte plus de 30 millions de dollars. Donc, les financements sont pratiquement mobilisés. Et actuellement, et vous savez, avec la proximité du Golfe, on exporte du bétail. On a exporté l'année dernière jusqu'à 1 400 000 animaux sur pied vers le Golfe. C'est ces flux-là qu'on veut capter au moins 30-40% pour faire de la transformation de viande halal. Et ça rapporte plus, ça crée des emplois et ça a une valeur ajoutée. Et dès que l'abattoir sera fait, c'est un abattoir de type halal qui répond aux standards internationaux et on pourra exporter de la viande halal. Et ça développe la filière élevage et ça booste complètement. Lorsque vous dites exporter, jusqu'à où vous comptez exporter ces on compte exporter. Le grand marché déjà est à proximité à 2 heures de chez nous. C'est le Golfe Persique. C'est là qu'on demande le plus. L'année dernière, je vous ai dit, sur pied, on a exporté 1 400 000. Il y a 1 400 000 têtes. Sur pied, on a exporté au niveau de Djibouti et grâce à nos 2 centres de quarantaine.
Maintenant, il faut dépasser ça. Il ne faut pas que la transformation puisse se dérouler dans les pays du Golfe. On peut les transformer ici, ajouter une valeur ajoutée, ça crée de l'emploi, ça crée des activités, et c'est ça que nous, on veut capter avec la construction d'un nouveau laboratoire qui coûte dans les 30 millions de dollars, qui a une zone, comment on appelle, les zones comme aux zones franches et tout ça, et qui permet d'exporter le bétail. Transformé sous forme par cargo, tu le transformes et c'est beaucoup plus intéressant financièrement et techniquement, et ça crée beaucoup plus d'emplois. Donc c'est ça que notre objectif, c'est de capter une partie de ce flux d'animaux qui partent chaque année, une partie les transformer et les réexporter. Voilà. Ok. Enfin donc pour clôturer, monsieur le secrétaire général, le chômage. Le chômage représente une autre dimension de la sécurité alimentaire. Quel impact ces investissements sont-ils appelés à avoir sur la création d'emplois et la réduction du chômage? Déjà, vous venez d'évoquer ce centre la partie abattoir de la viande. Et comme vous savez, on a mis en place des programmes spécifiques aux jeunes. Quand je dis jeunes, c'est moins de 40 ans. Et dans nos programmes de développement, il y a un projet qui s'intitule le PEJAC, qui est financé conjointement par le gouvernement et par la Banque africaine. Et un autre projet aussi qui s'appelle FAR, et qui est financé conjointement. Tous les deux projets, l'un c'est à peu près 15 millions de dollars, l'autre c'est dans les cinquantaines de millions de dollars. L'axe central, c'est d'attirer le maximum de jeunes dans le secteur agricole d'une manière globale, l'agro-business. Donc c'est des lignes de crédit qui sont mises en place, et on est en train de mettre en place le mécanisme de financement qui va du montage du dossier jusqu'à l'obtention du crédit, et chacun pourra soumettre son projet au niveau des partenaires financiers qui sont sur place. Donc on a mis en place plus de 10 millions de dollars pour permettre aux jeunes qui veulent se lancer dans le secteur agriculture, dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de la pêche, de la transformation des produits et tout ça, des start-up et tout ça. Donc ils vont être incubés par les clés, pour les AGR, ce sera la DDS et la Chambre de commerce. Donc tout ça, on a mis en place, on aura des conventions avec les partenaires. Et si les jeunes sont aujourd'hui, ont des projets bancables, ils sont intéressés, tous les mécanismes, les conditions sont réunis pour qu'ils puissent accéder à des fonds et voler de leurs propres ailes. L'administration ne peut pas absorber tous les jeunes. Il faudra qu'eux-mêmes aient des idées. Nous, on est prêts à les accompagner, à monter leurs projets. Il y a toute une équipe qui les attend. Et une fois que le mécanisme de financement est validé par tout le monde, ils pourront soumettre leurs projets. Déjà, on a initié avec des projets Drive de la Banque mondiale, qui est déjà mis en place, actuellement en train d'étudier. On a financé des microcrédits au niveau des CEPEC du Nord, des CEPEC du Sud. Et maintenant, on est en train de mettre en place des lignes de crédit qui vont aller de 20 à 30, 200, 150 millions s'ils ont des projets bancables et qui répondent aux directives, aux objectifs du projet. Nous sommes prêts à les accompagner jusqu'à l'octroi des... Et il y a une partie subvention dans tous ces crédits-là. C'est ça qui est important. Donc, tout dépend du jeune. S'il est motivé, s'il a des idées précises, nous, on peut les accompagner jusqu'à l'obtention du crédit. Et c'est ça qu'on peut lutter contre le chômage des jeunes. Exactement. Je crois que toutes ces institutions réunies feront l'affaire pour pouvoir booster les jeunes vers ce secteur, ainsi que de l'adduction d'eau Djibouti-Éthiopie. On va commencer d'abord par les adductions d'eau. L'adduction Djibouti-Éthiopie, qui est l'adduction d'Ardagala. C'est une adduction qui a été mise en place en 2017. Et actuellement, elle était conditionnée et construite pour une production journalière de 100 000 mètres cubes. Actuellement, vient de cette adduction à peu près 40 000 mètres cubes, destinés à la consommation d'eau dans la région d'Ali Sébié, d'Ikhil, Arta et Djibouti, une partie de Djibouti. Donc à peu près 40 000. Et dès que les réseaux d'adduction est renouvelé, on va aller atteindre jusqu'à 100 000 mètres cubes. C'est ça qui est prévu. Donc c'est en bonne voie et c'est opérationnel. Donc on est passé graduellement de 20 000 et actuellement on est à 40 000 mètres cubes. En ce qui concerne le dessalement, il a été mis en place en 2019. C'était une première unité de dessalement qui a été programmée pour 23 500 mètres cubes jour. Et c'est opérationnel. Une partie de la ville de Djibouti en profite déjà. Actuellement, il y a la deuxième phase de dessalement qui est en cours d'évaluation. Et quand la deuxième unité de dessalement, il va être augmenté du double. On aura à peu près 45 000 mètres cubes sur le dessalement. Donc la ville de Djibouti pourra bénéficier de cette eau
c'est de l'eau dessalée et qui est bonne à boire et tout ça, de meilleure qualité. Et c'est ça qui est prévu. Donc ça, c'est au niveau urbain. Mais au niveau rural, notre politique, c'est de doubler actuellement entre 2025 et 2020. Il est prévu 42 forages. 42 forages. Forages nouveaux dans notre programme et tout ça. Parallèlement à ça, vous le connaissez, actuellement, on a plus de 195 forages opérationnels dans l'ensemble du pays, qui va de la région d'Arta jusqu'à la région nord d'Obok. Et nos équipes sont opérationnelles sur le terrain. Il y a des bases techniques qui font que s'il y a des pannes, immédiatement, on peut intervenir avec des bases. On a un nouveau programme qui va démarrer bientôt, un nouveau programme de la Banque mondiale qui est spécifique aux eaux souterraines. Et dès que ce programme, il va renforcer encore la capacité. Donc la priorité des priorités du gouvernement, c'est la lutte contre la soif. C'est permettre à nos concitoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, avoir de l'eau potable et des meilleures qualités. Tout en n'oublions pas que l'eau dans les zones rurales est gratuite. Donc c'est un effort que le gouvernement fait depuis des lustres, depuis longtemps. C'est le gouvernement qui met en place les adductions d'eau, qui met en face les projets, qui finance les projets, qui met en place les réparations et tout ça. Donc, tout en sachant que la majeure partie des forages sont alimentés par des panneaux solaires. Et les panneaux solaires, on est pratiquement à 70% des panneaux solaires. Il nous reste 30% à solariser. Prochainement, on va mettre en place la sonorisation de 10 forages, très prochainement, d'ici avant juin. Et petit à petit, on va basculer sur un système hybride et thermique et solaire. Ça va nous éviter la consommation de carburant et tout ça. Voilà ce qui est prévu. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous savons que le gouvernement a déployé des efforts colossaux afin que dans les zones rurales, les populations puissent recevoir de l'eau potable grâce au forage que vous multipliez année par année. Merci, monsieur le secrétaire général, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève donc l'entretien qu'on a eu avec le secrétaire général. Et ceci, comme je l'ai dit... قادر وينه